Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 31 août 2020, ce jour est clôture des inscriptions sur les listes électorales. Les chiffres ont connu une forte régression par rapport aux années antérieures. Le coronavirus et les élections locales qui ont eu lieu en février dernier sont entre autres raisons avancées. Nous aurons le point dans ce journal. Également dans ce journal, on va parler climat. Les inondations continuent de dicter leurs lois. Dans l'extrême nord, le pont de Pala s'est effondré ce lundi matin. Pont de liaison entre Maroua et Mora. Il a cédé sous la pression des eaux des fortes pluies tombées dans la région ces derniers jours. Pas de perte en vie humaine. La circulation a été coupée sur ce tronçon de la nationale numéro 1. On va parler sport, football, préparation CHAN 2021. Les Lions A-Prime entrent en stage préparatoire dès le 15 septembre prochain. Clément Aroga, le sélectionneur des A-Prime, a rendu public ce jour la liste des 30 présélectionnés. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous le disais en titre, révision des listes électorales. C'est ce 31 août que l'opération est clôturée pour l'année. Dans certains arrondissements de Yaoundé, l'opération démarrée au mois d'avril dernier a connu un résultat plutôt mitigé du fait de la pandémie du coronavirus. Olivier Bouzique pour le compte rendu. Dans quelques heures, ce 31 août sera bouclée l'opération de révision des listes conformément aux dispositions du code électoral. Dans la ville de Yaoundé, l'opération a globalement été handicapée par la pandémie du coronavirus depuis le mois de mars dernier. C'est le cas de cette antenne du premier arrondissement où le bilan des inscriptions est assez mitigé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons autour de 85, jusqu'à hier, autour de 85 nouvelles inscriptions. Par rapport aux années antérieures, on n'avait jamais fait une année de révision avec moins de 100 inscrits dans une antenne, surtout dans l'Omfunzi où la population est assez dense. Ce 31 août, à peine une dizaine d'électeurs se sont fait enrôler. Pour Alex, au-delà du Covid-19, les Camerounais ne sont plus motivés à participer aux jeux politiques. C'était pour la première fois. Je n'ai jamais été ici. J'étais un peu occupé. Et comme c'était le dernier jour, je n'aimerais pas que cela se passe sans que je ne sois inscrit. Pourtant, les élections régionales pointent à l'horizon. À Elecam, l'on se prépare d'ores et déjà pour réussir le pari de l'organisation malgré les pesanteurs. Les fichiers des électeurs pour les régionales sont déjà prêts et ont été transmis à la hiérarchie. Maintenant, nous attendons la convocation du corps électoral. Maintenant, nous ne savons pas si c'est à Yaoundé premier que ça va se passer. Auquel cas, les centres de vote qui seront sollicités pour les régionales, nous les mettrons à jour. Après la révision, les antennes communales passeront à la phase du toilettage du fichier électoral et ce sera dès le 1er septembre 2020. Voilà, seulement 2600 nouvelles personnes ont été enregistrées sur les listes électorales en 2020 dans toute la région du littoral. C'est la conséquence non seulement de la pandémie du Covid-19, mais également de l'inactivité des acteurs politiques après les élections de février dernier. Je vous propose de faire le point dans la région du littoral avec Emmanuel Kouadika. Il est le délégué régional Elections Cameroun pour le littoral. Nous sommes effectivement au dernier jour, mais comme vous savez, pour nous, le dernier jour a tout son sens. Il prend tous ceux qui attendent la dernière minute. Et donc, parfois, ce dernier jour a, un certain volume, comparativement aux autres jours. Maintenant, le point que je peux vous faire ne concerne que la fin de la semaine dernière. Et à cette date-là, nous en étions à environ 2600 inscrits pour cette année. Effectivement, c'est un chiffre qui est très très bas. Si on le compare, par exemple, à l'année 2019, nous en étions à la fin du processus à 103 000 inscrits. Donc, vous voyez bien que la différence est énorme.
Mais ceci s'explique par plusieurs choses. La première, c'est que la révision de cette année n'a tenu que 5 mois. Depuis le 9 avril, nous sommes en révision. Et contrairement aux autres années où la révision dure 8 mois. Et donc, ceci s'explique par le fait que l'année en elle-même est à la fois une année électorale et une année de révision. Nous avons commencé par une élection au mois de février. Et donc, les mois de janvier, février et mars n'ont pas connu de révision parce qu'il fallait faire les élections, avoir les résultats, en finir avec le double scrutin pour passer à la révision. Il y a le fait que les élections en elles-mêmes se sont passées et donc il n'y a pas d'autres élections en vue tout de suite. Du coup, les gens ne sont pas très mobilisés pour un intérêt précis. C'est à la fois les citoyens, mais aussi les acteurs politiques, les partis politiques. D'ailleurs, pour les partis politiques, beaucoup nous ont dit qu'il faut qu'on accepte de comprendre qu'ils ont une période sabbatique, qu'ils observent, parce qu'ils viennent de terminer avec des joutes. Et donc, ils prennent un peu de repos. Voilà pourquoi on ne les a pas beaucoup vus dans les commissions mixtes, on ne les a pas beaucoup vus autour de nous. Il y a aussi le fait que la pandémie, nous imposant de, entre guillemets, nous confiner. D'abord, nos équipes ne sont pas allées sur le terrain, nos équipes n'ont pas été dans les carrefours et dans les marchés comme d'habitude. La pandémie a fait que même les citoyens n'étaient pas très mobiles. Un coup d'épée dans l'eau, c'est ainsi que Samuel Motte définit la dernière sortie du président national du MRC. Au cours de l'émission Face à l'actu ce dimanche sur STV, le député RDPC élu du NCAM invite également Maurice Kamto à plus de retenue. Je vous propose de l'écouter. Effectivement, qui a fait une campagne lors des présidentielles de 2018 et qui découvre effectivement que le code électoral n'a pas changé, c'est quand même une curiosité. Non, en réalité, je pense effectivement qu'il faut beaucoup de la retenue quand on est un homme public parce que quand on se fend de plusieurs déclarations comme ça qui très souvent ne donnent pas d'effet, même si vous notez pareil qu'on en parle, parce qu'également je crois que nous-mêmes ça nous amuse d'en parler, mais la conséquence pour un homme politique, c'est de dire effectivement, est-ce que ça m'apporte des voix ou pas? Est-ce que ça peut me permettre demain ou après-demain d'être l'homme politique dont je rêve? Est-ce que demain ou après-demain, ça peut me permettre de gagner une bataille électorale? Oui, effectivement, ça rentre dans le cadre des divertissements aujourd'hui ou qui consiste à dire, écoutez vous-même, si vous soulevez un sujet de débat, on peut en parler. Oui, c'est pas nécessairement parce que je suis titillé, mais si vous avancez un certain nombre d'idées, ils peuvent également me sentir en responsabilité de pouvoir vous répondre. Le pont de Pala reliant la ville de Maroua à celle de Mora, Kousseri et partant le Tchad voisin a cédé ce matin. Pour plusieurs habitants de la zone, c'est l'une des conséquences des fortes pluies qui s'abattent dans la région de l'extrême nord. Autre effet de ces pluies, la coupure de l'énergie électrique dans plusieurs villes de la dite région. Inès Pangan. La nationale numéro 1 est coupée au niveau de Maroua. C'est l'une des conséquences pour plusieurs habitants de la zone des pluies diluviennes qui s'abattent dans la cité, chef-lieu de la région de l'extrême nord, depuis quelques semaines. Sur ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir que le pont de Pala, joignant la ville du même nom à celle de Frolina, a cédé ce matin. En plus, la dite infrastructure relie la ville de Maroua à celle de Mora, Kousseri et partant à la République du Tchad voisine. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'est signalée, mais de nombreux dégâts matériels sont enregistrés. La région subit de plein fouet les conséquences des pluies et plusieurs localités sont englouties par les eaux. Des villages dans l'arrondissement de Moulvoudaï, dans le département du Mayokani, sont également touchés avec des milliers de concessions et des hectares de champs détruits. Il en est de même dans les arrondissements de Kalfoun, de Kakaï et d'une partie de la ville de Kousseri. Autre effet de ces pluies torrentielles, la perturbation du service électrique dans l'extrême nord. Dans une communication du délégué régional de la Société de distribution de l'électricité, ENEO, de la dite région, on apprend que des pylônes se sont affaissés ce 30 août 2020 après une forte pluie à Maroua. Conséquence immédiate de cet incident, les villes de Maroua, Mokolo, Mora, Kaélé, Bogo, Maga, Yagua et Kousseri sont dans le noir.
Le communiqué précise que les agents de la Société nationale de transport de l'électricité, Sonatrel, sont mobilisés pour les réparations. Depuis les inondations du 21 août dernier ici à Douala, les populations du quartier Mabanda, c'est dans le 4e arrondissement, vivent dans la peur de voir ressurgir les eaux. Là-bas, les habitants ont décidé par eux-mêmes de curer les caniveaux pour faciliter le passage des eaux. C'est le constat fait par nos reporters qui sont descendus ce jour au quartier Mabanda. Makadali Dignotium et Julie Pau. Nous sommes à Mabanda, quartier situé dans l'arrondissement de Douala 4e. Ici, les populations redoutent de plus en plus les inondations après les fortes pluies qui ont frappé la ville de Douala le 21 août dernier. 10 jours après, l'on n'a rien oublié de cette journée et l'on vit désormais dans une peur permanente en cette saison pluvieuse. Quand il pleut là, nous sommes dans des sérieux problèmes. C'est pour ça que vous voyez, on a déjà surmonté les niveaux de parpaing jusqu'à la maison de vigne en bas. Et quand il pleut là, tout ici là, c'est dans l'inondation, la route est pleine. Donc l'eau quitte maintenant sur la cour, ça entre dedans, ça surmonte même les chaises. Quand c'est comme ça, nous sommes obligés de sortir. On cherche un endroit qui est un peu surmonté, on reste là-bas jusqu'à la pluie baisse, avant qu'on rentre encore dans les maisons. Quand il y a déjà l'arrivée de la pluie là, on a peur. On doit que supporter, seulement que quand la pluie descend déjà, il faut que tout le monde soit debout, parce qu'on sait qu'il y a les dégâts. On doit fuir et aller habiter haut. À chaque fois quand il pleut comme ça inonde les maisons. Ça détruit tout ce qu'il y a là comme télé et tout. Bon, c'est ce que nous on vit ici là. Et chaque fois quand il y a inondation, il y a des dégâts. Ça détruit les télés, et tout. Bon, c'est ce qu'on vit ici là. Tellement ça nous inquiète parce que nous on souffre énormément, sans vous mentir, on souffre, ça ne va pas. On souffre ici là. À chaque fois quand il pleut, il y a problème. Et face aux dégâts causés par les pluies, les populations de Mabanda par elles-mêmes s'organisent pour curer les caniveaux. Avec les pluies abondantes qui descendent justement, nos entrées pratiquement ici à Mabanda sont pratiquement impraticables. Donc nous avons donc adopté cette initiative pour essayer d'aménager plus ou moins nos entrées qui sont quasi impraticables avec les inondations et ces pluies abondantes. Donc ce n'est pas une initiative peut-être que je sais pas, quelqu'un a dû lancer, mais c'est une initiative quasi adoptée par nous les habitants du coin pour pouvoir apaiser un peu plus ou moins ces eaux qui nous menacent. Est-ce que c'est tous les habitants qui adhèrent, c'est tout le monde qui se met justement à curer les caniveaux? Non, c'est pas tout le monde justement. C'est pas tout le monde, puisque depuis ce matin, nous ne sommes que deux, comme vous constatez. Nous ne sommes que deux et pratiquement, il n'y a personne. Il y a certains qui s'en foutent plus ou moins, puisque c'est pas une affaire peut-être qui menace. Je ne sais pas si peut-être ça menace tout le monde, bien certains trouvent aussi comme nous trouvons ça impraticable. Mais chez nous, pratiquement, ça nous dérange et on essaie de se mettre au travail pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais au-delà de ces initiatives personnelles, les populations de Mabanda ici espèrent surtout une aide de la part des autorités locales pour faire face aux inondations. On parle santé à présent dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé. L'État camerounais vient de confier à une société coréenne le mandat de mise en œuvre de la couverture santé universelle. La société santé universelle Cameroun SA s'occupera de toutes les opérations commerciales et financières y afférentes durant 17 ans. Une approche dont sont quelque peu sceptiques certains experts. Mia Isiabdi. La Société Santé Universelle Cameroun SA SUCAM est l'opérateur coréen qui va accompagner l'État du Cameroun dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Elle sera accompagnée de 3 partenaires camerounais et coréens. Notons que depuis l'adjudication de ce marché, certains membres du groupe technique national chargés de la mise en œuvre de ce projet expriment leur surprise désagréable compte tenu de toutes les énergies et toutes les contributions apportées pour la mise sur pied au Cameroun d'une réelle couverture santé universelle. Sachant premièrement le travail que nous avons abattu pour que ce projet puisse arriver à un certain niveau. Il faut déjà le rappeler que nous avons travaillé, je fais partie du groupe technique qui
estimait les besoins de financement de cette affaire. Donc nous avons fait un travail énorme qui avait pour principale recommandation la création d'une structure nationale pour gérer justement ce projet. Et vous voyez que pendant que nous attendons que le travail que nous avons proposé et en tant que groupe technique du ministère de la Santé puisse bénéficier d'une attention du gouvernement, nous avons plutôt, je crois, été court-circuités avec l'information selon laquelle il y a une entreprise qui a pris justement donc le contrat et le signé. L'on apprend que la Société Santé Universelle Cameroun aura pour mission, entre autres, de collecter les contributions sociales du secteur informel, le conventionnement des formations sanitaires publiques et privées, le contrôle médical et des paiements des factures des prestataires agréés. Cependant, pour cet économiste de la santé, vu l'état des lieux du système sanitaire au pays, il serait bien difficile d'atteindre tous ces objectifs. Je pense que jusqu'à présent, il est important pour nous de comprendre qu'un pareil projet doit s'appuyer sur un système de santé solide, efficace et bien géré. Et jusqu'à présent, nous avons beaucoup de difficultés dans notre système de santé qui font à ce que ce système de santé ne puisse pas porter un pareil projet qui me semble très costaud. L'inquiétude est une bonne chose parce que l'inquiétude permet donc de revoir en quelque sorte la copie qui est sur la table aujourd'hui. Si on ne s'inquiète pas à partir des informations que nous avons et à partir de l'expertise que nous avons, ça veut dire que nous laissons tout simplement les choses aller vers l'échec. Un échec qui pourra coûter environ 1300 milliards de francs CFA au Cameroun, vu que c'est le montant approximatif alloué à la mise en œuvre de cette couverture santé universelle que devra assurer la SUCAM pendant 17 ans avant de passer le relais à l'État. Lutte contre le coronavirus, la gendarmerie nationale s'active sur le terrain. Ceci au-delà de ses missions principales, parmi lesquelles la prévention routière. Sur les axes routiers, si certains usagers semblent suivre le rythme, d'autres s'entêtent. Mireille Siabzi. Sur la route, certains usagers pris en flagrant délit d'excès de vitesse par les radars de la gendarmerie nationale se plaignent de l'invisibilité des différents panneaux de signalisation. Regardez, avec des bosquets de tout, les panneaux ne sont pas visibles. Franchement, faisons les efforts ensemble. Faisons tous les efforts. Il ne faut pas qu'on soit là pour piéger les gens. On vient comme ça, 25 000 francs, ce n'est pas de l'argent qu'on ramasse au Cameroun aujourd'hui dans l'état où nous sommes. Donc c'est ça qu'on dit. Faisons tous ces efforts collectifs pour que dégageons les panneaux qui soient visibles, pour que les gens les voient quand ils arrivent. Ne faisons pas les trucs qu'on laisse pour que ce soit des pièges. Et pour qu'on dise aux gens de payer 25 000, sinon vous ne... Non. Faisons des efforts ensemble dans ce pays. Vous voyez, pour qu'on essaie d'éviter un certain nombre d'écarts. Ça, c'est comme si les gens là ont l'impression qu'ils ont été piégés, qu'on les piège. On s'en va à un rendez-vous, on s'en va à un événement et tout, on ne peut pas y arriver parce qu'on nous bloque, on dit, on a violé un panneau qu'on ne voit même pas, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'a fait. Non, s'il vous plaît, c'est ça qu'on dit. Mettons une signalisation qui est visible. C'est ça le rôle préventif de la signalisation. Si c'est pas visible. Parlant de toutes ces accusations qui pèsent sur elle, la gendarmerie nationale répond. Actuellement, vous savez, lorsqu'on est en infraction, parfois on use de tous les subterfuges et de tous les justificatifs pour ne pas assumer ce qu'on a posé comme acte. Naturellement, le ministère des Transports a mis les différentes zones de signalisation, les différents modèles et types de signalisation. Notre mission est de veiller à ce que ce soit respecté. Surtout garantir la sûreté des axes et la sécurité des automobilistes qui utilisent ces axes-là. Donc, ils ne traverseraient pas à l'esprit de la gendarmerie de piéger les gens, non. Il s'agit, outre la sensibilisation, de réprimer quand c'est nécessaire. Il faut dire que tous les week-ends, le trafic est très dense sur l'axe Yaoundé-Bafia-Makeneni. Si la sensibilisation relative aux infrastructures routières est accentuée, il y a tout de même quelques brebis galeuses, notamment en matière de respect de mesures barrières anti-Covid. Il y en a néanmoins qui n'observent pas les limitations de vitesse, profitant de la non-présence des agents de la voie publique ou des agents de la sécurité publique. De manière globale, c'est satisfaisant parce que les gens font de plus en plus attention. Depuis le début de la pandémie, la gendarmerie nationale renforce sa sensibilisation sur le terrain.
En éducation, c'est la saison de publication des résultats des examens officiels session 2020. Quelle doit être l'attitude des acteurs de la communauté éducative en cette période? Comment éviter des cas de suicide des candidats après échec? Ces questions ont été posées à un psychosociologue de l'éducation. Et écoutons plutôt Maurice Somo dans ce reportage de Inès Panga. Un jeune homme de 16 ans qui se suicide après la publication des résultats du BEPC session 2020 dans le 5e arrondissement de Douala, cette information a fait le tour des réseaux sociaux. Dans les commentaires, les uns et les autres ont vite fait d'accuser les parents qui auraient manqué leurs responsabilités. Une conclusion trop hâtive pour Maurice Somo, psychosociologue de l'éducation et des organisations. Pour lui, quand on parle de communauté éducative, ceci intègre les parents et les enseignants. Les parents ne peuvent pas être les seuls taxés pour responsables. Il y a ce qu'on appelle la perception des résultats de l'apprenant et l'interprétation qui en est faite à la fois par les parents mais également par tout le monde. Le suicide de candidat est une conséquence de pression trop grande faite sur ce dernier par les parents et les enseignants. Et pourtant, ces deux maillons de la chaîne doivent travailler ensemble pour que l'élève soit épanoui. Les parents doivent être aidés par les enseignants et l'administration scolaire dans la gestion des résultats de l'apprenant, tant pendant la période des cours que lorsque les bulletins arrivent à la maison ou lorsque les enfants font face à des examens et que les résultats vont être proclamés. Il est à préciser que l'apprenant conscient doit savoir revendiquer aux enseignants et aux parents des conditions qui vont le conduire à la réussite. Les enfants doivent intégrer qu'ils ne sont pas les seuls acteurs du résultat et que tout au long de l'année, ils doivent revendiquer auprès des parents toutes les conditions nécessaires pour leur école et qui doivent également revendiquer auprès des enseignants déjà, n'est-ce pas, une conduite en termes d'enseignement qui soit la meilleure possible pour leurs résultats. Ce dernier ne doit pas oublier que le succès d'une année scolaire et d'un examen officiel commence au premier jour de la reprise des classes. En une minute, faisons le tour de l'information sur le continent Afrique avec VOA. Les dirigeants et les commandants rebelles du Soudan se sont mis d'accord lundi sur un accord de paix historique, une étape cruciale vers la fin de 17 années de conflits au cours desquelles des centaines de milliers de personnes ont été tuées. L'accord a été paraphé à Djouba, au Soudan du Sud. En Côte d'Ivoire, la coalition pro-Gbagbo a déposé lundi à la commission électorale indépendante la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo à la présidentielle du 31 octobre 2020. Toujours en liberté conditionnelle en Belgique, M. Gbagbo ne s'est pas encore prononcé publiquement sur sa candidature. Au Nigeria, les universités et autres établissements d'enseignement supérieur à Lagos, la capitale économique, rouvriront leurs portes à partir du 14 septembre. Les étudiants nigérians réclamaient la reprise des cours depuis de longues semaines. Les vols internationaux reprendront mardi au Ghana, a annoncé le président Nana Akufo-Addo, qui a détaillé les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays. L'aéroport de Kokota est fermé depuis le mois de mars. On parle sport football à présent. Après l'arrêt imposé par la pandémie du coronavirus, le Cameroun se prépare tant bien que mal, il poursuit tant bien que mal les préparatifs du prochain championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2021. À cet effet, le sélectionneur des APRIM, Clément Aroga, a publié ce lundi la liste des 30 présélectionnés pour le stage préparatoire qui démarre le 15 septembre prochain. Makeda Ledinyoto. 30 joueurs issus des différents clubs de football local ont été convoqués ce lundi par Yves-Clément Aroga, le sélectionneur de l'équipe nationale de football APRIM. Ceci rentre dans le cadre du stage préparatoire du prochain championnat d'Afrique des Nations de football CHAN. Outre ces 30 joueurs, 9 autres figurent sur une liste d'attente. Avant le Covid-19, nous étions à presque 80%, n'est-ce pas, du travail. Hein. Et le Covid-19 est venu et il y a eu une coupure, les joueurs sont allés en confinement et ils ont eu des entraînements invisibles, tels que je l'appelle, où chacun, n'est-ce pas, d'entre eux devrait travailler, n'est-ce pas, individuellement.
avec un œil aussi de policier, je sais qu'il y a certains qui ont travaillé énormément, j'en connais, et certains qui ont dormi. La convocation de ces joueurs intervient dans un contexte marqué non seulement par l'arrêt des activités sportives dues au coronavirus, mais aussi par l'incertitude qui entoure la reprise des championnats nationaux. Mais il y a des mesures qui sont édictées, notamment sur le nombre de personnes maximales pouvant se réunir, qui ne permettent pas, en l'état actuel des choses, une reprise des entraînements, une reprise de la compétition. Donc nous devons d'abord clarifier tous ces points-là avant de pouvoir fixer une date définitive. Le stage préparatoire des Lions amateurs est prévu du 15 au 25 septembre 2020. Initialement programmé pour le mois d'avril dernier, le championnat d'Afrique des Nations CHAN avait été reporté par la Confédération africaine de football à cause de la pandémie du coronavirus. La compétition doit se jouer en janvier 2021 au Cameroun. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.